Irak, 1991. Une insurrection oubliée. Un documentaire sonore réalisé par Radio 2049. Chapitre 3. Souleymaniye. Au sud de l'Irak, l'insurrection dura une quinzaine de jours avant d'être écrasée par le régime avec l'appui de la coalition. Les ennemis d'hier se retrouvent alliés de circonstance. Le régime a réprimé à coups de bombes et de gaz sarin avant de traquer impitoyablement les insurgés, civils et soldats, jusque dans les tréfonds des villes et des campagnes, allant jusqu'à assécher les marais du delta du Tigre et de l'Euphrate, berceau de l'agriculture et de la civilisation. Du fait des massacres de la répression, de la chape de plomb posée par le régime, puis de la guerre civile déclenchée par l'invasion américaine de 2003, peu de témoignages ont pu arriver jusqu'à nous. Trop peu pour pouvoir décrire ici la structuration éphémère qu'a pu prendre ce mouvement. On sait que l'insurrection est partie de la population ouvrière de Bassora, poussée à bout par les pénuries, les bombardements et l'oppression du régime. Et du refus massif de la guerre, du défaitisme des soldats irakiens qui ont retourné leurs armes contre leurs propres généraux. Malgré la rapidité de la contre-offensive de l'État, durant le court laps de temps où leurs villes ont été libérées, les insurgés ont dû organiser l'attaque, la défense, l'approvisionnement et les soins. Parmi les villes qui se sont soulevées, il y avait d'anciens bastions communistes et des villes saintes de l'islam chiite. Différents objectifs et stratégies ont coexisté, sont entrés en contradiction et se sont peut-être affrontés pour la direction du mouvement. Il semble toutefois que les structures politiques préexistantes étaient trop faibles pour s'imposer. À commencer par le parti islamiste Dawa pro-iranien, cité par Saddam Hussein et les médias occidentaux comme l'investigateur du soulèvement. Contrairement au Sud, la répression n'a pas coupé la région kurde du monde et plus d'acteurs de cette période ont survécu. C'est pourquoi nous avons plus d'informations sur les événements s'y déroulant que dans d'autres localités. C'est à partir des publications parues à l'époque grâce au contact de groupes révolutionnaires communistes européens que nous avons pu retracer ce récit. Souleymaniye est le deuxième centre urbain de la région kurde irakienne, 500 000 habitants environ en 1991. L'Iran est proche, à l'est de la ville s'élèvent les chaînes de montagnes qui marquent la frontière entre les deux pays. Bâtie au cœur de la vallée de la Tangéro, l'économie de la ville est centrée sur l'agriculture des plaines à proximité, la petite industrie de transformation et le commerce. Comme dans le reste de l'Irak, le chômage est endémique et l'inflation abyssale. Les infrastructures ont été endommagées lors de la guerre avec l'Iran, puis à nouveau par les bombardements de la coalition. La région est en proie à des conflits depuis longtemps. L'État central n'a jamais pu y prendre pied durablement, mais à plusieurs reprises, une terrible répression s'est abattue sur les populations villageoises, proches des zones où opèrent les guérillas. En 1988 déjà, les forces de sécurité avaient utilisé les gaz toxiques contre les populations dans des opérations de punition collective. La répression, les destructions et la misère ont créé de nombreux réfugiés venus grossir les rangs du prolétariat urbain. Du fait de sa proximité avec l'Iran, la ville a vu arriver à partir de 1979 d'autres réfugiés fuyant le nouveau pouvoir. Parmi eux se trouvaient quelques anciens caciques du Shah défait, mais aussi de nombreux militants gauchistes qui avaient participé à la révolution avant que les islamistes n'en prennent la direction. Ils arrivaient vaincus, mais forts de leur expérience. En Iran, les shoras avaient été un temps des centres de pouvoir et d'organisation pour les prolétaires. Ce contre-pouvoir coexistait avec celui des mollahs, avant que le rapport de force ne tombe définitivement en la faveur de ces derniers. Durant toute cette période, Souleymaniye était animé par une agitation subversive et une défiance envers l'État central. Des soldats déserteurs avaient pu s'y cacher durant la guerre Iran-Irak et l'invasion du Koweït,
au cours desquelles la ville avait connu plusieurs grèves et manifestations durement réprimées. Au début de la guerre, les gens étaient enthousiastes. Ils pensaient qu'ainsi le régime de Saddam serait renversé. Mais les prix ont commencé à augmenter progressivement pour atteindre des niveaux stupéfiants. Le chômage a augmenté de façon spectaculaire. La plupart des cafés et des usines étaient fermés en raison du manque de biens de première nécessité. Le gouvernement a continué de mettre la pression sur la population. La militarisation est devenue de plus en plus prédominante, renforçant son emprise sur les centres urbains. En même temps, le nombre de déserteurs dans l'armée augmentait. Mais le gouvernement restait puissant et écrasait toute opposition. Pendant cette période, le Front Kurde est resté en retrait. Ils ont même suspendu les activités des Peshmerga. Alors que les forces armées se déplaçaient vers la frontière irakienne, il y a eu des désertions massives de divisions entières. Les forces de sécurité étaient moins actives et désorientées. À Mossoul, les bases militaires et les services de sécurité ont été transférés dans les maisons d'habitants locaux. Mais dès qu'ils ont établi un contact radio, ils ont été bombardés. C'est pourquoi les civils ont fui. L'armée en retraite a ramené ses fusils avec elle et beaucoup de gens prédisaient que le gouvernement serait renversé. Lorsqu'un cessez-le-feu a été déclaré le 26 février 1991, les gens étaient mécontents car les préparatifs pour le soulèvement n'avaient pas été assez avancés. Le régime était fatigué et effrayé et a commencé à intimider les gens, voulant leur prouver que malgré l'effondrement économique inimaginable, la destruction de l'Irak et la mort de son peuple, qu'il avait gagné la guerre car il avait défié une trentaine de pays. Après la défaite de l'armée irakienne au Koweït, des milliers de déserteurs sont retournés à pied dans leur village natal, où heure après heure, ils parlaient des tragédies qu'ils avaient vécues au Koweït. Comment des milliers étaient morts de faim ou avaient été tués, et comment les autorités irakiennes leur avaient menti en disant qu'il n'y aurait pas de guerre. La plupart des villes irakiennes étaient remplies de déserteurs, et les gens avaient vécu de nombreuses tragédies, des moments critiques. Le contrôle gouvernemental sur le peuple n'était plus le même qu'auparavant. C'est pourquoi les gens se préparaient peu à peu, chaque jour. Les gens prédisaient que quelque chose allait se produire, mais personne ne savait précisément quoi, ni de quelle manière. C'est alors que la nouvelle arriva des gens qui revenaient du sud. L'armée en retraite quittant le Koweït s'était jointe au peuple pour attaquer le gouvernement. Et l'opposition à Bassora avait atteint un niveau tel que les habitants avaient complètement pris le contrôle de la ville. عذب الجمال قلبي عندما اختار الرحيل قلت يا جمال صبرا قال كل الصبر عيل قلت يا جمال قال صحراء الجنوب قلت ماذا ضم حملك قال علكا وطيوب قلت ما داؤك قل لي قال شوقا للحبيب قلت هل زرت طبيبا قالت السعيد. Cela a commencé par des rumeurs. Puis des informations très floues et parcellaires sont arrivées, mais il était maintenant certain qu'au sud, un soulèvement avait démarré. Les radios d'État passaient des chants patriotiques. Des appels timides à la rébellion étaient relayés par les radios clandestines des nationalistes kurdes qui appelaient à se ranger derrière eux. Personne ne savait où était Saddam Hussein. La fin du régime semblait imminente, tout le monde en parlait à voix basse. La question était de savoir quand est-ce que ça partirait et d'où. Souleymani était sous couvre-feu militaire. Les forces de sécurité faisaient le tour des quartiers, intimidant les passants, menaçant tout acte séditieux d'exécution immédiate. Peu de gens sortaient, la ville tournait au ralenti. Les forces du régime se regroupaient autour des bâtiments de la police secrète. Ils comptaient leurs forces et tentaient de maintenir la pression sur les forces de police et les troupes auxiliaires kurdes.
Chez les tenants du pouvoir local, aucun n'était serein, conscient de la gravité de la situation. Si le régime tombe, on ne leur fera pas de cadeau. Ils ont trop de sang sur les mains, la haine de la population se ressent au quotidien. L'atmosphère est tendue, les discussions nerveuses et agitées. Déjà dans la troupe, plusieurs dizaines de soldats manquent à l'appel et la loyauté de ceux restants n'est pas du tout assurée. Dans les quartiers ouvriers, quelques rares commerces étaient encore ouverts, mais il n'y avait plus grand-chose sur les étals, et à quel prix ? L'inflation sur les produits de base était vertigineuse depuis l'invasion du Koweït, on peinait de plus en plus à se ravitailler. Plusieurs fois, des rassemblements s'étaient formés devant des échoppes vides et étaient partis en direction du comité du district. À chaque fois, les flics avaient débarqué. L'affrontement avait duré quelques heures avant qu'ils repoussent tout le monde chez eux. On n'avait plus aucune nouvelle de ceux arrêtés ces jours-là. Depuis le début de la guerre, l'atmosphère est électrique. Malgré une répression aussi impitoyable que désordonnée, la ville connaît une agitation constante depuis des années. Les manifestations, les grèves et les émeutes ont créé de nombreux liens, des habitudes et des pratiques. Ce mouvement social regroupe des ouvriers des petites industries, quelques fonctionnaires de bas échelon, quelques étudiants et surtout de nombreux jeunes prolétaires, coincés entre le travail informel et le chômage. Tous détestent le régime, les flics et le patronat local. Les sensibilités couvrent un spectre allant de l'identitarisme kurde au communisme, en passant par des démocratismes plus ou moins idéalistes. Certains sont des militants aguerris, d'autres n'ont aucune formation. Il existe des formations marxistes-léninistes de différentes tendances, mais la plupart des groupes sont informels, construits autour d'affinités issues de la lutte et du quotidien. Il y a entre ces activistes autant d'affinités que de frictions. Dû aux enjeux des luttes et à la répression féroce, tout le monde a son lot de morts et de disparus. Depuis plusieurs jours, les débats sont intenses au sein des groupes clandestins. C'est le moment que de nombreuses personnes espéraient. La guerre a poussé les masses à bout. Tout semblait indiquer la chute imminente du régime. Depuis des mois, les militants les plus résolus à l'action militaire ont patiemment cartographié la ville et établi des objectifs. Ils ont recensé 53 points stratégiques déterminants pour en prendre le contrôle. Chacun de ces groupes dispose de quelques armes avec lesquelles ils comptent se lancer à l'assaut. Mais en l'état, le rapport de force est totalement asymétrique. Ce ne peut être qu'un coup d'envoi. Le but est de soulever la population, rallier un maximum de soldats de la troupe, puis de rapidement s'emparer des stocks d'armes répartis dans les différents commissariats. Après, l'action sera dictée par les événements et l'intelligence collective. Certains veulent nommer un comité d'action, mais il y a trop de désaccords pour le mettre en place. Pour le moment, les guérillas nationalistes kurdes restent dans l'expectative. Ces derniers sont bien implantés dans les campagnes et disposent de beaucoup d'armes. À Souleymaniye, ils ont quelques partisans, mais sont loin de leur base, et ils sont peu actifs dans l'activité subversive de la ville. À partir du 5 mars, on apprend que la ville voisine de Rania est déjà aux mains des insurgés, et que plusieurs unités militaires ont d'ores et déjà fraternisé avec eux. La radio clandestine du Front kurde appelle à une manifestation contre le régime le 7 mars à 13h. Où et comment l'insurrection a démarré, personne ne peut le déterminer. C'est parti de tous les côtés à la fois. Merci pour votre écoute. Prochain épisode et 4e chapitre de notre série L'insurrection et la chute des baassistes. À bientôt sur Radio 2048.